Sera un jour possible de transférer la mémoire d'un individu sur un disque dur? Est-ce que les recherches en neurosciences vont permettre d'augmenter nos capacités cérébrales grâce à de simples puces électroniques, de régénérer éventuellement le cerveau avec des cellules souches ou encore de sélectionner les embryons en fonction de leur attrait physique ou de leur potentialité intellectuelle? Alors on pourrait penser que voilà, ce sujet relève encore de la science-fiction, mais nous allons voir. Je vais appeler à me rejoindre Likam, donc romancière de science-fiction, Jean-François Bouvet, docteur en sciences, biologiste, essayiste. Je signale par ailleurs que Jean-François Bouvet est l'auteur d'un ouvrage Bébé à la carte du hasard au design, paru aux éditions Équateur, également disponible à la librairie. Et également François Ferron, qui est ingénieur agronome, journaliste, docteur en neurosciences. Donc, et ce débat va être animé dans quelques instants par Lloyd Cherry, donc, qui est journaliste au Point. Donc j'invite nos invités à nous rejoindre. Nous allons avoir un temps de débat et d'échange avec Lloyd d'une trentaine de minutes environ. Et après, on vous réserve une petite surprise. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse vous installer. Et j'en profite pendant que nos invités s'installent donc pour vous signaler ce très beau hors-série du Point sur donc les nouvelles frontières du cerveau, qui est également bien évidemment disponible donc pour tout savoir sur les neurosciences et sur les pouvoirs extraordinaires du cerveau. Lloyd, c'est à vous. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Pour cette conférence, on va parler de science-fiction. Alors déjà, on va commencer avec un petit sondage dans la salle. Il faut juste lever la main. Est-ce que entre vous, parmi vous, il y a des gens qui lisent ou qui regardent des films ou qui lisent des livres de science-fiction? Super. Pas mal. Bon bah très bien. Très bien. Donc on est déjà un peu en territoire connu. Donc voilà. Vous ne serez pas effrayés par ce qu'on va dire. Alors, la SF, la science-fiction, alias SF, est partout, au cinéma, dans la littérature et surtout dans l'actualité. Crise migratoire, catastrophe écologique, gouvernement totalitaire, révolution technologique. La science-fiction rattrape maintenant la fiction. Le cerveau et les neurosciences ont souvent été utilisés par les romanciers et les cinéastes pour imaginer des hommes augmentés. Les amateurs du genre cyberpunk penseront à Matrix ou encore Ghost in the Shell. Plus récemment, la série Altered Carbon, qu'on peut regarder sur Netflix, imagine la mémoire et la personnalité qui pouvaient s'intégrer dans des piles rechargeables à merci. Donc on va parler aujourd'hui de cerveau, de neurosciences, et on va tenter d'anticiper le futur. Nous verrons si la science-fiction a vu juste et surtout ce qui nous attend dans les prochaines années. Alors 3 spécialistes passeront au crible de ce qui révèle aujourd'hui de la science-fiction, et on va se demander est-ce que demain peut devenir la réalité. Alors pour parler et réfléchir autour de ces questions, à mes côtés il y a Likam qui est romancière de science-fiction. Vous avez écrit le roman Cyberland aux éditions Mu, qui interroge sur l'intelligence artificielle, la problématique des libertés individuelles et la possibilité d'une fusion de l'homme avec la machine grâce aux implants cérébraux. On va revenir. Et puis en parallèle de l'écriture, vous êtes coach en créativité et directrice de collection. À côté de vous, Likam, il y a François Ferron, professeur de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille et directeur de Neuroschool. Vous êtes spécialiste de l'autisme et de la maladie d'Alzheimer. Et alors, vous préparez un livre, on va aussi y revenir, qui va évoquer les découvertes ou inventions scientifiques. C'est difficile à croire possible qu'on les confond souvent avec de la science-fiction. Donc j'ai hâte d'avoir quelques exemples. Et enfin, Jean-François Bouvet, qui est essayiste et éditorialiste au Point. Vous êtes docteur en sciences dans le domaine de la neurobiologie. Vous publiez en 2017 Bébé à la carte du hasard au design, qui revient sur le Big Bang procréatif lié à la fécondation in vitro, et vous expliquez les différentes avancées technologiques tout en questionnant les probables dérives eugénistes. Alors ma première question, et je vais commencer avec vous Jean-François Bouvet, est-ce que la science-fiction a-t-elle vu juste? Oui, vous m'entendez? Je serais tenté de dire oui et non. Dans certains domaines, oui, tout à fait. Bon, si on prend par exemple
le film Bienvenue à Gataka qui remonte à une vingtaine d'années, et donc dans lequel on décrivait une société où on triait les humains génétiquement. Eh bien, ça y est, oui, on est arrivé, c'est en pleine expansion. Donc oui, là, Bienvenue à Gataka avait tout prévu. Si je vais à l'opposé, Jules Verne, Voyage au sens de la Terre, bon, c'était très bien, mais il s'était complètement trompé. Hein. On sait qu'au centre de la Terre, il n'y a pas des océans avec des monstres préhistoriques et des cavernes. Donc là, c'était pas ça du tout. Et puis, bon, l'actualité aussi nous montre... moi, il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé et qui montre que, justement, la science-fiction a vu juste, c'est que il y a très exactement 2 jours, est paru dans la revue Nature, qui est l'une des plus prestigieuses revues scientifiques, un moratoire lancé par 18 scientifiques qui demandent... une demande de moratoire, pardon, excusez-moi, de 18 scientifiques qui demandent qu'on mette un terme provisoire à la manipulation génétique des humains. Plus précisément, à la manipulation des cellules reproductrices ou à la manipulation des embryons par des ciseaux moléculaires. Parce que maintenant, on dispose d'une technique qui permet de modifier le génome extrêmement facilement, et tellement facilement qu'on s'est dit qu'il était temps de prendre le temps de la réflexion pour mesurer l'impact de ces techniques dans les temps qui viennent. François Ferron. Bonjour à tous, et je suis ravi de vous voir aussi nombreux alors que vous devriez être dehors sur la plage. Oui, alors la science-fiction pour nous scientifiques, c'est un moment de confluence entre l'imagination des écrivains et le sérieux de la science. Et cette confluence nous intéresse particulièrement parce que les écrivains, les poètes ont plus d'imagination que nous et ils nous montrent souvent la voie. Il y a parfois de la préscience parmi les travaux des écrivains ou des poètes. D'ailleurs, on peut dire que l'imagination a fait plus de découvertes que nos propres yeux, probablement. Et Picasso disait « je ne cherche pas, je trouve ». Et en fait, souvent, les scientifiques sont à la remorque des voies que nous ont ouvertes les écrivains. Et malheureusement pour nous, il faut être sérieux et il faut prouver. Et prouver quelque chose, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'il y a autant de retard de la science sur la fiction. Même si, ces dernières années, les choses s'accélèrent à une vitesse exceptionnelle et on a parfois du mal à faire la différence entre ce qui est science et ce qui est fiction. Alors, est-ce que la science-fiction a vu juste, qui était la question ? Eh bien, il est difficile de voir les domaines où la science-fiction s'est trompée, globalement. Peut-être encore qu'on ne sait pas voyager dans le temps, mais sur tout ce qui est biologie, on peut dire que globalement, les écrivains ont vu juste et en fait, on prédit le monde qui est en train de se réaliser. L'ICAM. Tout d'abord, merci de votre invitation et merci pour cet éloge de la science-fiction. De mon point de vue, j'ai l'impression que si la science-fiction s'est trompée, c'est surtout en termes de date. C'est-à-dire qu'on a souvent, en tant qu'auteur de science-fiction, imaginé des choses qui devaient arriver plus vite. Par exemple, si je me projette dans les années 80, quand j'ai commencé à lire de la science-fiction, oui, je suis plus très jeune, dans les années 2000, on était censé aller dans l'espace, on était censé avoir déjà des cerveaux augmentés, on était censé vivre une vie complètement différente que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc finalement, si la science-fiction se trompe très peu, elle se trompe quand même dans sa capacité à anticiper au niveau des dates. Elle voit les choses arriver plus rapidement qu'elles n'arrivent. Jean-François Bouvet, quand on a préparé la conférence, vous m'avez parlé de la Chine, puisque la Chine, il se passe des choses intéressantes en ce moment. Est-ce que vous pouvez revenir et nous expliquer pourquoi il faut suivre ce qui se passe en Chine ? Il se passe beaucoup de choses en Chine dans le domaine de la génétique actuellement, pas seulement, mais bon, c'est le domaine que je suis un peu plus précisément. Il faut savoir que depuis quelques années, à Shenzhen, dans un laboratoire du BGI, qui est un énorme organisme de génétique chinois, une équipe de chercheurs travaille sur les gènes de l'intelligence. Ce qui est un mot un peu qu'il faudrait définir d'ailleurs, parce que l'intelligence est extrêmement compliquée. On pense qu'il y a un nombre considérable de gènes qui interviennent. Mais cette équipe de recherche, donc, a recruté
plusieurs milliers, apparemment 2000, on ne sait pas exactement où ils en sont à l'heure actuelle, sujets qui ont un QI très élevé, une intelligence particulièrement développée, en particulier dans le domaine des mathématiques, et ce, dans le but d'aller voir s'il y aurait dans leur ADN quelque chose de commun qui expliquerait pourquoi ils sont si intelligents. Et la question que ça pose, c'est pourquoi faire ce genre de travail? Quelle en est la finalité? Alors, au début, les chercheurs de ce laboratoire communiquaient beaucoup. Ils ont plus ou moins cessé de le faire. On les entend peu, hein. Mais au début, ils n'hésitaient pas à dire que finalement, l'idée, c'était de pouvoir sélectionner les embryons, hein, en retenant ceux qui sont le mieux dotés potentiellement sur le plan intellectuel au vu de leur ADN. Donc l'idée, c'est de faire de la sélection d'embryons. Et il faut savoir que la sélection d'embryons est quelque chose qui existe déjà très largement, hein, mais la plupart du temps, dans de nombreux pays, c'est limité à la recherche de gènes qui prédisposent à certaines maladies. Bon. Ça s'est après donc développé dans d'autres domaines. Il y a des pays qui utilisent ça pour choisir le sexe de l'enfant. On peut maintenant choisir aux États-Unis la couleur des yeux de l'enfant, hein. Donc il y a une espèce de développement progressif, et donc plus tard, il y aura sans doute une sélection de la taille des individus, c'est aussi dans les tiroirs en quelque sorte, et le but du laboratoire dont je vous parlais, ce laboratoire du BGI qui est à Shenzhen, c'est ni plus ni moins, même s'ils ne le disent pas toujours très clairement, de sélectionner les embryons pour retenir ceux qui seront potentiellement les plus intelligents. Alors il y a un obstacle à ceci, c'est que le nombre d'embryons qui sont formés lors d'une fécondation in vitro est limité. Donc on va trier sur, disons, 6, 8, 10 embryons maximum, hein. Ça va pas très loin. Mais je ne veux pas anticiper sur la suite, mais par le biais des cellules souches, on sera très bientôt capable de faire des embryons en très grande quantité, des dizaines, des centaines d'embryons, hein, puisqu'on pourra faire des cellules reproductrices femelles, des ovocytes, artificiellement à partir de cellules souches. Donc on pourra faire de très nombreux embryons et donc trier parmi de très nombreux embryons pour sélectionner ceux qui ont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les bons gènes. Voilà où on en est à l'heure actuelle. C'est un des exemples des travaux qui sont conduits en Chine, mais il y en a bien d'autres, on aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite. Alors pour rappel, hein, peut-être certains et certaines dans la salle ont lu Le meilleur des mondes. Quand Jean-François parle de ça, on pense au meilleur des mondes, hein, livre d'Aldous Huxley, écrit dans les années 30, qui imaginait une société où les enfants sont sélectionnés dès la naissance, il n'y a plus de grossesse, et c'est le premier livre qui avait inventé les antidépresseurs. L'ICAM, une réaction sur ce qu'a dit Jean-François? À propos de une réaction sur la génétique. Alors moi, dans certains de mes livres, effectivement, c'est une question qui m'intéresse, surtout sur la capacité de la génétique à augmenter l'homme. On part souvent de la maladie, on veut soigner des maladies, soigner des handicaps, mais le résultat, une fois qu'on utilise la thérapie génique, qu'on utilise des prothèses, c'est d'arriver à un homme qui est finalement qui a des capacités plus développées que quelqu'un qui ne serait pas handicapé. Et c'est des questions qui me traversent dans mes écrits pour différentes raisons, mais parce que dès qu'on modifie l'humain, on peut être amené à modifier la société, on peut être aussi amené à se poser des questions. Combien de personnes seront modifiées, dans quelles conditions, pour quelles raisons, et on change des curseurs qui peuvent être amenés à modifier complètement la société. François Ferron, vous travaillez sur des maladies, notamment Alzheimer. Alors, avec la science-fiction, qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant de possible ou pas possible? Est-ce que je peux répondre d'abord? Tout à fait. D'abord, je voudrais commencer par plaider coupable. Je suis biologiste et nous manipulons le vivant d'une manière exceptionnelle. Alors, on a, dans les années, deuxième partie du XXe siècle, on a beaucoup blâmé les physiciens pour inventer la bombe atomique. Eh bien, je pense que dans quelques décennies, ou déjà dès maintenant, on peut nous blâmer, nous les biologistes, pour inventer la bombe nucléaire. Nucléaire étant le noyau qui sont dans les cellules. On le manipule à l'envi. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-François. On peut même aller plus loin, malheureusement. Il y a un laboratoire qui récemment a modifié le vivant. Alors vous savez que notre alphabet génétique s'écrit sur 4 lettres.
AT et CG. Et en fait, on peut créer des bases artificielles. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de faire un ADN avec 4 lettres, ce laboratoire a fait un ADN avec 8 lettres. Et cet ADN est fonctionnel puisqu'il a donné naissance à ce qu'on appelle de l'ARN, donc potentiellement des protéines. Donc, globalement, nous, biologistes, si vous nous laissez faire, on fera tout ce qui est possible parce qu'on a soif de connaissances et on a envie de tout essayer. Et donc, il est très important que la société sache comment procéder avec ce qu'on fait et éventuellement nous limiter parce que nous sommes sans limite. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment vous limiter? Est-ce qu'il est encore possible de vous limiter au stade où on en est actuellement? Bien sûr qu'il est possible de nous limiter. Les comités de bioéthique sont là pour ça. Et c'est pas parce qu'une chose est possible qu'elle doit être faite. C'est pas parce que techniquement on sait faire qu'on va le faire ou qu'on doit le faire. Mais ça restera possible dans d'autres pays. On est d'accord, comme on a eu les exemples. Vous touchez un point très important qui est effectivement l'éthique qui n'est pas la même selon qu'on est en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays asiatiques. Oui, bien sûr. Si je peux dire un petit mot, c'est vrai que ce que tu viens de dire, ça me fait penser. Disons que la démarche de la science à l'heure actuelle, qui est telle que tout ce qui est techniquement possible se fera, est contrebalancée par l'existence de comités d'éthique, par exemple. Et c'est vrai que les comités d'éthique n'ont pas du tout le même poids dans les différents pays. Il y a des pays avec des règles éthiques fortes et des pays avec des éthiques extrêmement laxistes. Et finalement, il y a une espèce de délocalisation de la recherche à l'heure actuelle vers des pays à faible référence éthique, parce que c'est beaucoup plus facile d'y faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est en quelque sorte une version scientifique de l'ultralibéralisme économique. On va là où les contraintes sont minimales. Il y a beaucoup de chercheurs américains, par exemple, qui se sont expatriés au Mexique ou en Chine. Je vous parlais tout à l'heure de ce laboratoire du BGI à Shenzhen. Vous y trouvez vraiment les meilleures têtes, les têtes les plus bien faites des grandes universités américaines qui viennent travailler là-bas. Et on peut faire des tas de choses qui ne seraient pas forcément possibles aux États-Unis. Donc moi, je suis très pessimiste, je suis tout à fait d'accord avec François. C'est à la société de prendre conscience du fait qu'elle doit reprendre le pouvoir sur ce qu'on a décidé de faire ou pas. Malheureusement, on vit dans une société, dans un monde mondialisé, excusez-moi pour le pléonasme, mais ça veut dire que finalement, il est très difficile de lutter contre quelque chose qui peut être fait ailleurs extrêmement facilement. Donc ça paraît très difficile de l'empêcher. Je pense simplement qu'on n'est pas obligé de suivre, dans des pays comme le nôtre, cette course effrénée à la réalisation la plus extraordinaire. Ça me rappelle d'ailleurs la célèbre citation d'Einstein, le progrès technique, progrès scientifique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Bon, avec une hache, vous pouvez être bûcheron, et puis vous pouvez aussi donner des coups de hache à des gens. Bon. Donc on peut faire n'importe quoi et tout avec l'outil génétique, on peut faire des choses merveilleuses, mais il faut vraiment que la société, effectivement, se saisisse des enjeux pour donner son avis. Il y a aussi un aspect important qui est l'aspect économique. On sait qu'il y a des organismes de régulation au niveau de l'éthique européen. Par contre, au niveau mondial, il n'y en a pas. À partir du moment où, mettons, la Chine ou les États-Unis ou l'Inde développent des techniques de sélection des embryons, de modification des gènes des bébés pour en faire des bébés plus intelligents ou des bébés avec des yeux bleus, il va y avoir une demande. Comment empêcher les parents de s'adresser à ces pays pour avoir les bébés dont ils ont envie? Là aussi, c'est une vraie question. Alors, on va rester avec vous, l'ICAM. On va parler de Cyberland. J'ai demandé à l'équipe technique de mettre peut-être la slide Cyberland. Donc, Cyberland, c'est un livre que vous avez écrit aux éditions MU. Et on parle notamment de monde virtuel, de web. Et c'est vrai que le monde virtuel, c'est quelque chose qui a un certain impact et qui prend de plus en plus d'impact dans notre société. Parlez-nous de ce livre Cyberland. Est-ce que vous avez voulu en dire? Alors Cyberland parle de monde virtuel, mais il parle d'abord de l'intelligence artificielle. Ça se passe dans un avenir relativement proche, une trentaine d'années. L'avènement de l'intelligence artificielle a créé une réaction dans le monde
Et les peuples ont opté pour une dictature qui s'appelle le dictrans, en réaction à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour continuer à exister, met en place un monde virtuel dans lequel elle attire des adolescents. Des adolescents qui ont été formatés par la dictature, donc qui n'ont pas beaucoup de rêves, pas beaucoup d'esprit critique. Et son but est de leur apprendre la rébellion. Mais elle a des techniques, on va dire, très invasives. Même si son but est noble, ces techniques sont des techniques, alors pas de manipulation mentale, mais par exemple, elle a la capacité, quand les gens sont sur le monde virtuel, d'ouvrir leurs fichiers et de lire leurs pensées. Elle a aussi la capacité, du coup, de modifier ses pensées. Donc elle formate les gens, elle les formate dans le bon sens, parce qu'elle formate leur esprit critique, elle formate leur goût à la rébellion pour se rebeller contre la dictature, mais en même temps, heureusement que son but est noble. François Ferron, ça vous inspire quoi alors, ce genre de pitch autour de l'intelligence artificielle et de ces questions-là? Alors pour nous biologistes, le mot intelligence artificielle n'est pas le bon mot, parce qu'il n'y a rien d'intelligent. C'est très artificiel, mais il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. Et en tant que neurobiologiste, c'est-à-dire concerné par le cerveau, on se trouve très à distance de cela. Cela dit, ça a des vraies conséquences sur nos vies quotidiennes à travers les algorithmes et tout ce qu'on peut en faire. Et on se sert tous les jours de l'intelligence artificielle, même si ce n'est pas le bon mot, pour traiter l'ensemble des données. Vous savez qu'on est tous envahis par des mégadonnées. On doit faire avec des montagnes de données, et il y en aura de plus en plus. Et sans l'intelligence artificielle, nous ne serions rien et nous n'avancerions pas. Donc c'est très utile, évidemment. Ça repose sur la question de la dictature aussi. Mon sentiment, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui. Je ne crois pas on va vers quelque chose qui soit une dictature d'en haut, mais plutôt une dictature d'en bas. C'est-à-dire que ce qu'on vit au jour le jour, c'est des fausses informations qui viennent de partout, mais pas d'un sommet, pas d'un pouvoir suprême. Et qu'en fait, la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui en tant qu'universitaire, c'est d'arriver à trier le vrai du faux. Tout le monde, aujourd'hui, a affaire à ça. Et nos étudiants sont de moins en moins lecteurs du Point ou d'autres journaux et sont sur les réseaux sociaux où il y a énormément de fausses informations. Et la dictature, pour nous, elle est là. Elle est dans cette dictature du quotidien faite par des individus anonymes qui disent tout et n'importe quoi. Je vais rester avec vous, François. Dans le travail de l'ICAM, il y a aussi la question des implants cérébraux, qui sont, et ça, l'ICAM, dans son travail, en parle souvent. François, les implants cérébraux, est-ce que ça peut aider, comme des maladies avec Alzheimer, ou à traiter? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les futurs, entre guillemets, probables autour de cette maladie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer les choses? Alors, il y a deux différents types d'implants. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les interfaces homme-machine. Quelques-unes marchent vraiment très bien, notamment pour la paralysie ou les bras artificiels qui sont commandés par le cerveau. Donc on est en train de faire des progrès considérables dans ce domaine-là. Alors pour revenir à la question précise d'Alzheimer, aujourd'hui, personne n'envisage encore, c'est éventuellement des greffes de cellules souches, mais ce ne sont pas des prothèses, ce ne sont pas des interfaces homme-machine. Les interfaces homme-machine, elles sont beaucoup pour tout ce qui est la locomotion, mais aussi pour actuellement la vision. On a des implants pour la rétine qui sont plutôt très fonctionnels aujourd'hui. Donc on va développer effectivement ces interfaces, mais pas forcément dans les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Et justement, on évoquait tout à l'heure avec Idriss Aberkane les projets de la société Neuralink. Donc vous, quel regard vous avez sur ce qu'ils sont en train de développer, notamment développer les capacités cérébrales grâce à ces minuscules composants électroniques qu'on pourrait implanter dans le cerveau? Ça vous inspire quoi? C'est encore de la science-fiction? Oui, ça c'est vraiment de la science-fiction. Le seul exemple de cyborg qu'on connaît qui est assez exceptionnel, c'est un homme c'est un artiste qui a perdu la vision des couleurs. Et il s'est fait implanter un micro sur le crâne. Donc vous imaginez, donc il a un implant et puis le micro arrive devant et il regarde l'étoile
en mesurant, son micro mesure la fréquence de chaque couleur. Le jaune vibre dans telle fréquence, le rouge dans telle autre fréquence. Et il s'est habitué, son cerveau s'est habitué à ce que s'il entend telle fréquence, c'est du rouge, si c'est telle autre fréquence, c'est du vert. Et maintenant, il revoit les tableaux en couleur grâce à sa lecture auditive des tableaux. Et lui, maintenant, il vit tout le temps avec son micro. Si vous le voyez dans la rue, il a toujours son micro comme une sorte de petite lumière qui pendrait devant lui. Et il veut être photographié, filmé avec son micro parce qu'il considère que ça fait partie de sa vie. C'est intégralement lui-même. Jean-François Bouvet, tout à l'heure, vous avez parlé de Bienvenue à Gattaca. Alors, je crois qu'on a aussi une slide sur ce film. Excellent film d'Andrew Nichols, je crois qu'il est sorti en 2002, si mes souvenirs sont bons, avec Ethan Hawke et Jude Law, qui imagine un futur où toute la société choisit en fait les enfants qu'il souhaite avoir, et entre guillemets la marge qui veut encore accoucher normalement ou avoir des enfants normalement évolue aussi, mais n'a pas accès à tous les métiers possibles. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à une société où, dans l'avenir, on choisira les enfants et ce sera généralisé ? Oui, d'ailleurs, ça pose un sacré problème parce que ça coûte très cher, donc il y a des gens qui pourront le faire et d'autres pas. Mais de toute façon, sur certains points, ça a déjà commencé. On parlait de la couleur des yeux. Il y a, si vous allez sur Internet, vous trouverez sans problème, hein, par exemple, le site des Fertility Institute aux États-Unis qui vous propose de choisir la couleur des yeux de votre enfant. Bon, il y a aussi donc la taille. Les gens qui travaillent sur le projet intelligence travaillent aussi beaucoup, pour certains d'entre eux, sur les gènes qui déterminent la taille et prétendent pouvoir déterminer la taille d'un individu sans l'avoir vu, simplement en regardant ses gènes. Bon, donc malheureusement, moi je pense que le tri des embryons va se développer. Ça commencera sans doute de manière soft, en quelque sorte. On commencera par éliminer certains troubles physiques. Par exemple, les Britanniques s'autorisent à éliminer les embryons qui présentent pour l'avenir un risque de strabisme, de loucher. Hein. Bon, on va le faire après pour diverses pathologies. Et de fil en aiguille, on dira « Ah bah oui, mais un tel, il n'est pas optimal, par exemple, sur le plan de son futur métabolisme, etc. » Donc autant l'éliminer. Donc à mon avis, il y a une forte probabilité que tout ça se développe. J'ai très peu de doutes pour ce qui concerne la Chine. Bon, ça se fera de manière sans doute plus insidieuse dans d'autres pays, mais malheureusement, je pense que c'est prévisible pour l'avenir pour une large partie de l'humanité. Alors effectivement, donc ça pose un problème sociétal très fort. Et ce qui était dit dans Bienvenue à Gattaca, finalement, ce qu'on a donc rappelé il y a un instant, c'est que c'est une société à deux vitesses, à deux types d'individus. Il y a ce qu'on appelle les valides, ceux qui ont été sélectionnés génétiquement. Alors eux, ils sont appelés à de hautes fonctions. Et il y a les invalides, les invalids, qui eux n'ont droit qu'à des fonctions subalternes. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que finalement, on s'aperçoit que celui qui est invalide, en piratant l'identité génétique d'un autre individu avec sa complicité, l'identité génétique d'un valide, hein, il arrive à se faire passer pour un valide et on s'aperçoit qu'il est tout aussi performant, ce qui montre que tout n'est pas écrit dans les gènes. Il ne faut pas oublier que le cerveau est une machine qui interagit en permanence avec l'environnement et on n'est absolument pas déterminé à 100% par nos gènes. Donc on verra aussi sans doute, je l'espère, la limite de ce genre de sélection génétique. François Ferron. Oui, je ne vais pas rebondir sur Gattaca, qui est un film tout à fait remarquable. Je voudrais continuer sur ce que vient de dire Jean-François. En fait, aujourd'hui, on conçoit par la fécondation in vitro des embryons et on externalise donc la reproduction. Et cette externalisation risque de se poursuivre hors du ventre maternel. C'est-à-dire que ce qui se prépare très probablement, c'est qu'au moins pour certains, la grossesse ne se fera pas in utero, mais se fera dans des matrices totalement étrangères au corps humain, dans lesquelles l'embryon grandira à la manière d'un ventre maternel et où il sera à l'abri de tout, c'est-à-dire des influences
de la société, de la pollution, du stress, et aussi de ce que vivra la mère, puisqu'elle sera plus présente. Et donc, on va aller probablement vers une grossesse extra-utérine, presque, donc ça sera un objet qui permettra à l'enfant de se développer à l'extérieur et pour lequel la gestation sera peut-être plus longue. Alors pourquoi on a intérêt à faire la gestation plus longue? Vous savez qu'en fait, si les enfants naissent au bout de 9 mois, c'est parce que si c'était plus tard, ils ne pourraient pas sortir du ventre de leur mère. Le crâne serait trop gros. Et donc il y a un besoin impérieux à ce qu'ils sortent à 9 mois, mais du coup l'enfant est très incomplet. D'ailleurs, la première année de vie, et c'est vraiment, il faut prendre un soin extrême de cet enfant jusqu'à ce qu'il acquiert la marche. Ce qui est extrêmement rare dans le monde animal. Dans le monde, chez les mammifères terrestres, un animal qui vient au monde, il marche quasiment immédiatement. Et donc, on peut imaginer qu'on prolonge la grossesse, puisqu'il y aura plus problème du passage dans le ventre de la mère, que l'enfant soit jusqu'à 14-15 mois et qu'il ait acquis une plus grande autonomie. Évidemment, vous imaginez bien que ça peut plaire à beaucoup de gens d'avoir une grossesse qui ne soit pas maternelle, puisque la mère ne souffre plus, peut continuer à vivre sa vie, et il y a une égalité homme-femme qui s'installe. Merci. Lloyd, peut-être à ce stade de nos échanges, on peut peut-être donner la parole aux jeunes, puisque vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup de jeunes qui sont présents parmi nous et c'est assez formidable. Et je crois, voilà, il y en a 5 qui sont au premier rang. Vous avez travaillé sur ce sujet, vous allez peut-être nous en dire quelques mots. Et ce que je vous propose, c'est peut-être que chacun d'entre vous puisse poser une question à nos invités. Alors, qui commence ? Et qui nous décrit un peu voilà, votre travail et donc dans quel contexte vous avez été amené à réfléchir sur ce sujet. Et en attendant qu'il se décide, parce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce que vous pouvez essayer de vous resserrer un petit peu, peut-être en posant les sacs par terre, de manière à ce que chacun puisse trouver une place assise. Merci beaucoup. Alors, qui commence? Qui se lance? C'est toujours difficile. Allez. Bien. Tu viens là et je vais te donner un micro. Donc, est-ce que tu peux nous dire vraiment en quelques mots comment vous avez travaillé, comment vous êtes intéressé au sujet? Et puis après, tu poses une question à qui tu veux. D'accord. Alors, en classe d'SVT de 4e an de Alphonse Daudet, nous avons regardé pour cet événement un film qui s'appelle Minority Report. Je crois qu'on a l'image aussi. Voilà. Et ce film pose des questions sur le fait d'utiliser des sortes de machines pour pouvoir empêcher des crimes qui vont être commis par d'autres personnes. Et du coup, nous avons regardé ce film pour pouvoir préparer des questions sur le thème. Et du coup, j'avais une question à vous poser. C'est, sera-t-il possible dans le futur d'extraire et de visionner des souvenirs de personnes? Voilà. Très bien. Licam, merci. Je vais juste revenir brièvement sur Minority Report. Il y a effectivement des machines qui servent d'interface, mais ce sont des images qui sont extraites de cerveaux de clones qui ont été génétiquement modifiés pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc on a à la fois un aspect biologique et de l'autre une interface machine qui permette aux agents de repérer les personnes qui commettront des crimes à l'avance, qui posent des questions éthiques évidentes. Est-ce qu'on sera capable de voir des images du cerveau? Il me semble que ça a déjà été plus ou moins fait. On a pu représenter brièvement, montrer à des gens des papillons et des formes, des objets, et avec une intelligence entre guillemets artificielle, avec une série d'algorithmes, on a pu retranscrire des images qui représentaient grosso modo ce que la personne était en train de voir. Pour revenir à donc Minority Report, c'est une nouvelle de Philip K. Dick qui a été adaptée en 2002 par Steven Spielberg avec donc Tom Cruise dans le rôle titre. Et ce sont des télépathes en fait qui arrivent à prévoir l'avenir. Et justement, ça tombe bien parce que François Ferron sur la télépathie avait quelques petites choses à dire. Oui. Donc vous savez nous avons commencé à parler il y a environ 200 000 ans. Avant, on avait un langage un peu balbutiant. Le langage évolué commence à 200 000 ans. Et puis, on se met à écrire il y a 5 000 ans.
Et on peut se demander quelle est l'étape suivante. Est-ce qu'il y aura une troisième forme de langage après l'oral, enfin en complément de l'oral et de l'écrit? Et la télépathie est probablement une assez bonne piste. Et des chercheurs travaillent sur la télépathie. Alors ils l'ont commencé chez les animaux. L'expérience est la suivante. Vous avez un rat qui, aux États-Unis, fait une expérience. On lui demande d'appuyer sur une pédale. Et pour l'aider à faire le bon choix, il y a une lumière qui s'allume. Donc si la lumière s'allume, c'est qu'il a fait le bon choix. Et pour lui, c'est très facile. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un autre rat qui, lui, ne sait rien et qui donc doit appuyer, mais au hasard, pour avoir la récompense. Et en fait, le rat des États-Unis va transmettre par informatique des ondes qui vont être transmises à l'animal qui se trouve en Europe, et ça va aider l'animal qui est en Europe à faire le bon choix. Au lieu de passer de 50%, c'est-à-dire le hasard, de bonnes réponses, il monte à 70%. Donc il a enregistré, via la stimulation électrique venant d'un rat qui lui savait, il a amélioré ses performances. Merci beaucoup. On va peut-être continuer avec une deuxième question d'un élève de 4e. Vas-y, je t'en prie. Je voudrais vous poser une question sur encore le film Minority Report. C'est les précogs sont reliés à des machines qui permettent de visualiser les pensées et les souvenirs. Existera-t-il un jour une machine permettant de montrer sur un écran ce que l'on pense? Oula. Qui répond? Merci Ça rejoint beaucoup. ce que je disais juste avant. Je pense que ça existera un jour, puisqu'on commence déjà à avoir... alors pour l'instant, c'est pas des rêves et c'est pas des réflexions, c'est simplement des objets qu'on montre, et en captant, en mettant des capteurs sur le cerveau de la personne, on peut voir sur un écran plus ou moins quelque chose qui représente l'objet, une vague forme qui ressemble à l'objet. Mais c'est le premier pas, effectivement, pour pouvoir mettre en image nos pensées, nos rêves. Et peut-être aussi pour pouvoir... Alors, moi, j'essaie toujours de voir les choses de façon positive. Peut-être aussi pour pouvoir apprendre pendant son sommeil, pour pouvoir visiter, avoir des rêves dirigés, ce qu'on appelle des rêves dirigés, c'est-à-dire des rêves qui nous permettent de faire des expériences qu'on n'aura pas à faire en mode de veille. Merci. Une troisième question? Oui? Tu nous rejoins. Alors moi, j'aurais une question à vous poser. Comme on connaît la structure neuronale et le fonctionnement du cerveau, est-ce qu'un jour on pourra créer un cerveau? Merci pour cette question. Alors, dans les laboratoires actuellement, il y a ce qu'on appelle des mini-cerveaux, c'est-à-dire qu'on arrive à recréer dans des boîtes de culture des cellules souches qui fabriquent une sorte de cerveau. Donc c'est très rudimentaire, mais si on laisse les cellules souches procéder avec les bons cocktails, on arrive aujourd'hui à refaire des structures qui ressemblent à celles d'un cerveau. Mais on est encore très 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 loin de fabriquer un cerveau qui d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on en ferait, mais je ne vois pas comment on pourrait greffer un cerveau. Mais oui, on est capable aujourd'hui en biologie de refabriquer des connexions entre neurones et astrocytes et toutes les cellules du cerveau. Oui, alors ce qu'on sait faire aussi, ou du moins on espère qu'on sait le faire parce que c'est en train d'être expérimenté, c'est utiliser des cellules souches pour réparer un cerveau. Donc là, il y a les premières expériences qui sont en cours. Il faudrait peut-être d'ailleurs dire un mot de ce qu'est une cellule souche et ce qu'on appelle une cellule souche pluripotente. Les cellules souches, ce sont des cellules qui se multiplient abondamment et qui sont capables de donner de plusieurs types cellulaires. Les cellules souches pluripotentes, elles peuvent donner toutes les cellules possibles, neurones, cellules musculaires, etc., tout ce que vous voulez, cellules de foie. Bon, donc ça, c'est une notion qui est importante à comprendre. Avec ces cellules souches pluripotentes, on a franchi une grande étape parce que on savait qu'il y en a dans l'embryon au début de son développement, qui après ça devient plus spécialisé. Mais depuis quelques années, on sait fabriquer artificiellement des cellules souches. À partir d'un morceau de peau, on peut fabriquer des cellules souches pluripotentes, et à partir de ces cellules souches pluripotentes, on peut faire tout ce qu'on veut en principe.
J'ai parlé tout à l'heure des ovocytes. On peut aussi faire des neurones. Alors, il faut savoir que depuis maintenant près d'un an, il y a une expérience qui a commencé à Kyoto, à l'université de Kyoto, qui a consisté et qui consistera, parce qu'il y a plusieurs étapes, à injecter des cellules souches pluripotentes artificielles dans un cerveau de malade de la maladie de Parkinson, qui est une maladie très invalidante, qui joue sur la motricité. On a injecté donc dans le cerveau, je crois qu'il y a eu 7 malades qui sont impliqués dans l'expérience, des cellules souches pluripotentes dans l'espoir que ces cellules souches reforment la structure qui est déficitaire chez les gens qui ont une maladie de Parkinson. Bon, les gens qui ont une maladie de Parkinson ont un problème de neurones les neurones impliqués sécrètent une substance qu'on appelle la dopamine. Quand on a une maladie de Parkinson, les neurones qui sécrètent la dopamine ne sont pas suffisamment fonctionnels. Donc on espère, en injectant des cellules souches pluripotentes, réparer cette structure et faire en sorte que le sujet se remette à faire de la dopamine et donc guérisse progressivement de la maladie de Parkinson. Donc on n'en est pas à faire des cerveaux complets, mais on en est actuellement à essayer de reconstituer des morceaux de cerveau qui sont abîmés. Voilà. Merci beaucoup. Je récupère le micro pour le passer donc pour la 4e question. Alors bonjour, c'est toujours par rapport au film Minority Report. Dans Minority Report, le système de prévision des crimes est basé sur 3 humains, précoques, capables d'avoir des visions de l'avenir. Existera-t-il des humains qui auront cette capacité? Merci. Alors, ça revient un peu à ce qu'a dit François tout à l'heure. Ah. Tu la reposes peut-être? Juste la question? Existera-t-il des humains qui auront cette capacité? Ah, oui. Quelle capacité? De voir l'avenir, d'avoir des visions. D'avoir vision d'avenir. La personne, elle est à ta droite, c'est une biologiste et elle a la vision de ce qui va arriver demain, puisque c'est une écrivain de science-fiction. Donc. Tout dépend de ce qu'on appelle d'avoir des visions de l'avenir. On est capable, en tant qu'humain, ce qu'on appelle la conscience, en fait, c'est la capacité à prédire ce qui pourrait nous arriver, c'est la capacité à se projeter dans un futur proche. Alors, on émet des hypothèses, on se trompe pas, mais la conscience humaine, c'est quand même cette capacité-là. Après, prédire l'avenir, avoir des images du futur qui soient sûres à 100% comme dans Minority Report, ça me paraît impossible. Je peux me tromper, mais ça me paraît, pour l'instant, en l'état de la science et même en l'état de l'esprit humain, ça me paraît impossible. Jean-François Bouvet. Oui, on voit pas bien comment on pourrait prédire l'avenir, parce que l'avenir dépend d'un nombre considérable de paramètres qui nous sont totalement extérieurs. Donc, étant donné qu'on ne connaît pas les paramètres qui vont influer sur ce qui va se passer, comment pourrait-on prévoir ce qui va se passer? Sauf si c'est un phénomène assez simple à prévoir. Autrement, comment prédire l'avenir? On ne sait pas du tout ce que le monde qui nous environne va, lui, évoluer et nous impacter. Donc, ça paraît difficile à imaginer. Par contre, l'armée américaine travaille en ce moment sur un supercalculateur, un très très gros ordinateur qui coûte très cher, pour prédire, alors non pas l'avenir personnel des individus, mais pour prévenir les futurs conflits, pour prévenir au niveau économique aussi les futures crises, où elles commenceront, quels seront leurs impacts. Donc là, on est quand même dans une forme de prédiction de l'avenir, mais une prédiction, on va dire, quantitative, numérique, avec des gros ordinateurs qui traitent énormément de données et qui les corrèlent. Merci. Et puis, un d'autres sujets dans Minority Report, ce qui est très intéressant, c'est cette idée que les précogs, ils prédisent l'avenir, mais on ne sait pas si cet avenir va arriver ou pas. Et c'est toute la grande problématique du film, c'est que Tom Cruise est accusé de meurtre qu'il n'a pas encore commis, et lui, qui est policier, est sûr qu'il ne va pas commettre ce meurtre-là.
Et c'est ça qui est assez intéressant dans le film de Minority Report, c'est cette question de se dire, bah oui, est-ce qu'on peut prédire l'avenir à 100%? Et est-ce que dans cette idée d'avenir, il n'y a pas un moment où la personne qui est censée tuer l'autre va pas s'arrêter au dernier moment, puisque dans l'idée de Minority Report, les précogs voient juste une partie du futur. Effectivement. Alors, la dernière question, enfin, je sais que vous en aviez plein d'autres, mais on a été obligé de vous limiter un peu, donc nous t'écoutons. Alors moi, je suis en 4e au collège Roland-Garros, et en fait, beaucoup d'entre nous ont vu le film Bienvenue à Gattaca, et on a fait beaucoup de recherches chez nous sur plein d'autres sujets, et moi, une question sur un sujet que je voulais vous poser, c'est dans le futur, pourrait-on, grâce à des ordinateurs, accéder à notre inconscient et le contrôler pour enfin vraiment nous connaître? Merci, bravo. Mais on peut applaudir vraiment tous les élèves qui ont fait ce travail et qui ont des questions passionnantes. Alors je te remercie infiniment pour cette question, puisque c'est le thème de Cyberland. Dans ce roman, effectivement, l'intelligence artificielle met en place un monde virtuel qui est un monde qui ressemble au rêve, donc à l'inconscient. Elle va chercher dans l'inconscient des adolescents des éléments, et elle constitue un monde qui ressemble un peu à l'heroic fantasy. Mais à l'intérieur de ce monde, ce qui est mis en place, c'est des épreuves et des tests qui permettent aux adolescents d'apprendre des choses. Donc elle les connaît par cœur, elle voit dans leurs pensées, elle voit dans leurs rêves, et elle modifie certains éléments pour en faire d'autres personnes, avec d'autres potentiels. Par exemple, il y a un des héros qui, a priori, n'est pas fort en maths et qui aime énormément la musique. On trouve des ponts entre les mathématiques et la musique. Et en sortant de l'expérience du monde virtuel, en sortant de l'infosphère, il est fort en maths, parce qu'il a acquis la compétence grâce à l'intelligence artificielle, même sans s'en rendre compte, sans apprendre de mathématiques. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre quelques questions du public en remerciant une nouvelle fois donc ces jeunes pour vos questions et pour votre travail. Alors, oui, on peut les applaudir, absolument. Bravo. Alors, oui, il y a une question, je pense... Voilà, madame. Oui, bonjour. Juste pour avoir peut-être votre point de vue sur les avancées de l'épigénétique. L'épigénétique, aujourd'hui, on en est où, en fait, par rapport à la génétique plus biologique? Peut-être rappeler ce qu'est l'épigénétique et où on en est... Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que vous nous posez la question de la nature et de la culture, de l'inné et de l'acquis. Et l'épigénétique, alors, très simplement, nous avons tous de l'ADN dans nos cellules, dans chacune de nos cellules, et on a longtemps pensé que l'ADN donnait immédiatement, et il était traduit en protéines. Et aujourd'hui, on sait que tous les événements, enfin beaucoup d'événements de notre vie, pas tous, mais de nombreux événements de notre vie, vont venir s'imprimer sur notre ADN et faire en sorte que certains gènes qui jusque-là s'exprimaient, ou au contraire ne s'exprimaient pas, tout d'un coup vont soit s'exprimer, soit être réprimés. Et donc, on a toujours le même ADN, rien n'a changé, tout est identique, mais les événements de vie qu'on a connus vont faire que certaines choses vont se dérégler, parfois dans un bon sens, mais aussi parfois dans un mauvais sens. Et notamment, on peut penser que très nombreux cancers sont des causes épigénétiques parce qu'on a connu des pollutions, un deuil, des événements traumatiques qui vont allumer des gènes qui devraient être éteints. Et c'est ça l'épigénétique, c'est ces marques qui viennent faire comme des stops, ou au contraire des feux verts, qui fait que ça s'allume ou ça s'éteint. Est-ce qu'on progresse là-dessus? Énormément, mais c'est tellement énorme que voilà, ça vaudrait 3 heures de conférence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en vois une sur ma gauche, mais n'hésitez pas aussi sur la droite à vous signaler. Oui, ici. Oui. Dans ce que vous avez décrit au niveau des recherches, donc c'est essentiellement d'essayer de fabriquer des êtres humains super performants.
mais c'est un petit peu un schéma qui s'apparente un petit peu dans le domaine des technologies, ce qui était courant dans les années 60-70, par exemple dans le domaine aéronautique, de fabriquer des avions supersoniques comme le Concorde, très performants, emportant peu de monde, mais consommant beaucoup d'énergie. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a aussi des pistes de recherche, vu la diminution des ressources, pour fabriquer des animaux, et même par extension des êtres humains, basse consommation et zéro déchet? Merci pour votre question. Jean-François Bouvet. Votre question, c'est est-ce qu'on peut adapter les animaux aux contraintes environnementales, etc. Ou faire des animaux idéaux pour nous, c'est ça, en gros? Est-ce que j'ai bien compris? Oui. C'est un peu à l'identique de par exemple des ampoules basse consommation ou des véhicules basse consommation et recyclables. C'est un peu des êtres vivants qui seraient basse consommation et zéro production de déchets. Alors vous allez croire que j'ai quelque chose contre les Chinois, décidément, mais je vous donne un exemple qui ressemble tout à fait à ça. Toujours au BGI, Beijing Genomics Institute, à Shenzhen, en Chine, ils ont modifié génétiquement des porcs pour les rendre plus petits, pour les miniaturiser. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, ça consomme moins, effectivement. C'est-à-dire que, si vous savez que le porc et l'humain sont très proches dans de nombreux domaines et qu'on peut les utiliser en recherche pour des applications humaines. Donc ils ont fait des porcs miniatures. Donc ça tient moins de place, la cage est moins grande, ils mangent moins. On n'est pas obligé de leur donner autant d'antibiotiques, c'est des porcs basse consommation. Et pour répondre aussi à un impératif économique, ils ont décidé de les commercialiser comme animaux de compagnie. Donc vous pouvez acheter des porcs miniatures, et je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais quand ils ont communiqué là-dessus, ils ont dit qu'on pourrait choisir la couleur. Donc on peut avoir chez soi un cochon. Bon. Donc là, c'est un exemple d'adaptation, mais ce n'est pas forcément la moindre consommation qui est recherchée. Les Chinois sont en train de modifier tout un tas d'animaux à l'heure actuelle. Par exemple, ils ont modifié des chiens de race Beagle pour qu'ils soient plus musclés. Donc c'est des chiens bodybuildés, et c'est absolument affreux, avec des pattes énormes. Et quand on demande aux chercheurs pourquoi vous avez fait ça, il y en a un qui répond « ça pourrait être utile à la police ». Donc voilà, c'est un exemple d'adaptation en modifiant. Tout ça se fait par ce qu'on appelle de l'édition génétique. L'édition génétique, c'est un peu comme l'édition d'un traitement de texte. Ça permet de réécrire l'ADN, un morceau d'ADN, un fragment d'ADN, pour faire en sorte qu'ils répondent à ce l'on recherche. Pour, par exemple, oui, effectivement, obtenir des animaux miniaturisés ou des vaches sans cornes, etc. quoi. Merci beaucoup. Alors, on va encore prendre une ou deux questions. Donc, qui a le micro? Allez-y, c'est parti. Moi, j'ai une question. C'est par rapport à, par exemple, une série qui est sur Netflix, c'est par rapport à Black Mirror. Est-ce que c'est possible que, à cause de la science-fiction et d'une réalité trop parfaite, on ait envie justement que ça prenne le pas en fait sur la réalité? Est-ce que l'humanité ne va pas en souffrir, entre guillemets? C'est des questions qui traversent énormément la science-fiction actuelle. Les derniers écrits de mes camarades auteurs tournent beaucoup autour de ces questions. Et c'est des questions qui rejoignent aussi notre appréhension de la réalité. C'est-à-dire que si effectivement les mondes virtuels, l'Internet, ce qu'on trouve en dehors de notre perception, on va dire naturelle des choses, sont plus attrayants parce que suscitant plus d'émotions, plus de sensations, on peut se poser la question après de comment on va faire la différence entre la réalité et la fiction. Et on est déjà sur ces questions quand on parle, par exemple, de termes qui vont vous rappeler quelque chose, les fake news ou les deep fakes. Fake news, vous savez sans doute ce que c'est. Les deep fakes, c'est quand on peut carrément, avec un ordinateur et un logiciel, modifier le visage de quelqu'un et lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Et c'est très difficile de faire la différence entre un deep fake et un vrai enregistrement.
Donc c'est des questions effectivement qui sont d'actualité et qui nous, en tant qu'auteurs de science-fiction, nous traversent. Et c'est parmi les thèmes sur les 4-5 dernières années qui sont le plus prégnants en science-fiction. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je recommande vraiment de regarder Black Mirror sur Netflix. C'est, je pense, peut-être la meilleure série actuelle du moment sur la science-fiction. C'est vraiment une série d'anticipation très sombre et qui, à chaque fois, une vraie réflexion sur les nouvelles technologies, sur la réalité augmentée, sur les mondes virtuels. Il faut être de bonne humeur. Voilà, parce qu'à chaque fin d'épisode, on est un peu cassé, mais c'est vraiment à voir. Merci. J'étais juste étonné par votre remarque en disant que ça vous faisait plaisir. Vous imaginez que ça pourrait être un monde rêvé. Moi, ça me fait plutôt peur. Hein. Merci. Merci beaucoup, Lloyd. Merci beaucoup aux participants de cette table ronde que nous pouvons applaudir. Merci à vous.